c'est logique. Quand tu me l'expliques, là, je l'entends. Mais là, quand tu imagines, en fait, tout ce que ça crée comme bordel derrière, En en même fait, temps. moi, ce que je recommande, c'est de ne pas casser ce qui marche et de commencer à fabriquer le nouveau truc. Et quand le nouveau truc, il fonctionne, tu fais la bascule. Yes. So, donc, si on revient un peu sur toi, sur ton scaling, parce que là, tu as parlé de ça, ça veut dire que tu dois tourner autour de environ 250, un peu plus de 250 Ouais, par on, mois. a- on, a- on est entre 200 et 300 par mois. Je pense qu'on a une moyenne à 200-250 lycées, avec des pics à 300. Je crois que le plus gros pic qu'on ait fait, c'était 340 sur un mois. Mais c'est quoi? C'est de l'argent que tu as en main ou bien c'est du contrat? C'est du cash Non, non, collecté? c'est de l'encaissé. Ah C'est du, ouais! c'est du collecté. C'est du collecté. Ça, c'est un conseil que je peux donner et que je peux donner à tous les gens qui nous En fait, le écouteront. chiffre que tu as annoncé, c'est du cash que tu as Ouais, c'est reçu, du quoi. cash collecté, ouais. C'est pas des contrats. Je mesure pas les contrats. Et ça, c'est le conseil le plus important, si tu veux pas couler ta boîte, c'est de pas raisonner en contracté et de raisonner seulement en collecté. En fait, le contracté, tu sais jamais ce qui va se passer. C'est son poisson rouge bubule, il va décéder, le mec, il te paye plus. Et toi, tu as piloté ta boîte en fonction de ce que tu pensais recevoir. Tu sais pas si tu vas le recevoir. Tant que c'est pas sur mon compte, c'est pas à moi. C'est incroyable, ça. Franchement, en fait, dans ma tête, j'avais j'avais un autre calcul. Ça change tout. Ça veut dire si là, on est sur le cas pessimiste, enfin, pessimiste entre guillemets, c'est ce que tu as collecté. Mais techniquement, tu devrais encaisser beaucoup plus que ça à la fin de l'exercice Ouais, financier. si on fait 2 sets en collecté, on a quand même beaucoup de paiements upfront, hein. Mhm. Mais on doit être à 3,5 probablement en contracté, un truc comme ça. Et comment est-ce que vous faites justement pour maximiser Le, le plus le, gros paiement upfront, voire full price? alors déjà, on ne propose pas grand-chose en plan de paiement. On propose 1, 2, 3 fois. Problème réglé. Si on n'a pas envie d'encaisser en 12 fois, on ne propose pas, en fait, c'est tout. Et derrière, en fait, nous, on fait ce que font la plupart des entreprises, hein, c'est qu'on applique une remise pour paiement anticipé, s'ils payent plus vite. Donc, s'ils Mhm. payent plus vite, ils ont une réduction. OK. Et au niveau des ventes, j'imagine que c'est plus toi. Comment ça se passe? Non, non, c'est plus moi, aujourd'hui, il y a une équipe. Mhm. Bon, ça m'arrive encore de prendre un call de temps en temps, de répondre à un message de temps en temps, etc. J'aime bien, je trouve ça intéressant. Mais globalement, c'est des équipes. Aujourd'hui, on a 1, 2, 3, 4 personnes, plus un directeur à la vente, plus une personne au setting. Donc, on a toute une équipe de vente qui est structurée aujourd'hui. Et comment est-ce que tu... je vais te poser ma question en prenant notre cas. Moi, j'ai un associé et aujourd'hui, avec mon associé, la problématique que lui est là pour recruter des personnes pour vendre à sa place, c'est le fait que il y a comme un secret d'industrie, en fait, tu vois. Et il a peur, en fait, que ce secret d'industrie bah, puisse fuiter. En fait, il a du mal à faire confiance. Et même s'il sait que en recrutant d'autres personnes à qui on va transmettre ça va faire plus de cash, mais ça bloque quand même, quoi. Donc, je sais pas, comment est-ce que toi tu fais? Bon, je sais pas si pour toi c'est la même problématique, mais j'imagine que les vendeurs, ils ont quand même l'œil sous le capot, quoi. Ils peuvent savoir tout ce qu'il y a à l'intérieur de ton expertise, ton Ouais, bien MBA. sûr. Ouais, bien sûr. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Tu vois, c'est pas du tout une peur bête, tu vois, parce que c'est une peur qui vient du monde corporate où il y a des vrais secrets industriels. Mais dans nos métiers, il y en a pas. Lui, Alors par moi, contre, il y en a, quoi. Dans la formule, la façon dont ils structurent. C'est vrai que je t'ai pas trop parlé de notre activité. Donc, nous, en fait, on accompagne les gens à créer leur propre système bancaire en utilisant comme outil de banque une police d'assurance vie. Donc, lorsqu'il est structuré d'une Mhm. certaine façon, il te permet d'avoir la fonction assurance vie et en même temps de pouvoir aller emprunter de l'argent à l'intérieur à très faible coût. Et ça Ok. demande de savoir comment structurer ce produit-là Mhm. et bah, lui, il a très peur justement que l'info est fuite, quoi. Mais les sales, ils ont pas besoin de savoir comment il est structuré le produit. Ils ont juste besoin de savoir le résultat. Bah, lui, justement, il pense qu'il faut que les sales soient au courant de ça pour pouvoir. Peut-être pas. J'en sais rien, hein. Peut-être que si, ça se trouve, hein. Mais là, moi, j'aurais une supposition qu'en fait, les gens, ils achètent un résultat, ils achètent pas la technique. Et, euh, et en fait, parce que de la même façon, tu vois, c'est les gens, tu vas leur dire comment structurer le truc. Mais comment ils vont vendre un truc qu'ils comprennent pas? Ouais, mais le client final, tu vas lui donner l'information. Ouais, ouais, tu lui donnes l'information, mais il peut pas rentrer dans la. Je sais pas comment dire. Si J'ai tu donnes le l'impression même pour niveau vendre le truc, il d'information faut comprendre.
Pour Non, vendre le truc, il faut le comprendre. tu donnes le même niveau d'information au sales que tu donnerais au client. Si le client, il en a assez pour l'utiliser, le sales, il en a assez pour le vendre. Ok. Le sales n'a pas besoin de comprendre plus que le client final. Tu vois, si on met vraiment prospect, sales, client, l'information que le client qu'il a une fois qu'il a signé, elle est suffisante pour le sales pour closer le prospect. Moi, il n'y a personne de mon équipe de vente qui a le niveau de technicité marketing de nos coachs ou de moi. Et c'est normal, en fait, c'est pas leur métier. Tu as besoin Ok. de connaître la cible, tu as besoin de connaître ses besoins, tu as besoin de connaître les résultats du produit, tu as besoin de connaître les grandes lignes de comment le produit fonctionne si le prospect demande. Et tu n'as pas besoin de savoir le structurer. Moi, demain, je peux te vendre une fusée, je ne sais pas comment la fabriquer. Ouais. Bon, Mais la personne qui achète une fusée, elle ne veut pas savoir comment elle est fabriquée. Elle veut savoir si elle va sur la Lune, c'est tout. complètement. C'est Bah, tout j'irai. ça. Oh, vas-y, vas-y. Hormozy qui disait Sell the vacation, not the flight. Et c'est exactement ça, en fait. Tu vends la destination. Tu vends pas la méthode. Les gens, ils n'achètent pas la technique, ils s'en foutent. Ils achètent le résultat. Ouais, pertinent. Jérémy, si on revient aujourd'hui sur ton équipe, donc tu dis que tu as 4 personnes au sales. Est-ce que c'est eux qui font en même temps aussi les préqualifications de tous les leads qui arrivent? Ouais. Ouais, Donc, tu n'as pas un truc comme les autres setters, ensuite closer. Non, nous, le seul truc qu'on a au setting, c'est des gens qui vont contacter notre audience organique, voir s'ils peuvent leur apporter de la valeur, si on peut leur filer des ressources qu'on a en interne, etc., pour les aider, pour créer plus de connexions avec eux, et voir s'ils ont besoin d'un call ou pas. C'est tout. Et derrière, c'est toute l'équipe sales qui font les qualifications, qui font les rendez-vous de vente, les pitchs, tout. Et ça reste quand même simple, hein? Je veux dire, par rapport à. Enfin, Ouais, mais parce que les gens, ils veulent faire des trucs compliqués, ils veulent se faire mal à la tête, tu vois. Et après, encore une fois, ça dépend du volume que tu absorbes. mais toi, tu as du volume. En plus, tu fais des ads, donc forcément, tu as du gros volume. Ça veut dire que ça brûle quand même des calories de devoir préqualifier les gens et ensuite aller closer ces personnes-là. Généralement, tu arrives à une phase où il y a un Non, mais épuisement si tu n'es pas en capacité de super motiver les gens qui ouais, le mais font. ça dépend de la cible aussi, tu vois. Imagine-toi, mère de famille, 45 ans, a travaillé dans une tour comme employée d'administration pendant des années. Là, elle se reconvertit, elle veut être coach, thérapeute, formatrice, tu vois. Elle arrive, en fait, elle clique sur une pub, elle voit un mec. Ensuite, elle discute en MP avec un setter, c'est un autre mec. Puis ensuite, elle a un call avec une personne de qualification, c'est encore une autre personne. Puis ensuite, le sales, c'est encore une autre personne. Tu crois qu'elle signe, cette personne-là? On lui a parlé, elle a dû parler à 6 personnes différentes, dont limite, ils n'avaient pas les mêmes informations en une semaine. La personne, elle prend peur, elle part en courant. Et c'est normal, tu vois. Moi, je déteste quand j'achète un programme et qu'on me balade de 7 heures en closer, en 7 heures en closer. Je dis, filez-moi juste un lien, quoi. Je veux acheter, foutez-moi la paix, quoi. D'aucuns diraient que penserait plutôt le contraire, en mode ah oui, c'est une vraie organisation, il y a plein de. Non, non. Les gens, ils s'en foutent. Ah, j'avais pas encore vu ça comme ça. Ok. Ça dépend du pays, après, tu vois. Peut-être qu'aux États-Unis, c'est différent. Parce que je sais que là-bas, ils ont souvent des grosses structures. Mais tu regardes, même chez des mecs comme Cole Gordon aux US, Cole Gordon, c'est 8 millions par mois hein, encaissés. 7 heures closer, point. Hein. C'est ça, efficace. Yes. Plus t'as de gens, plus ton organisation elle s'alourdit, plus tu as de la dette managériale et donc ça devient compliqué à gérer les gens, plus ça peut merder à plein d'endroits différents. En fait, ce que tu en parles, c'est plus c'est compliqué, plus ça peut merder. J'ai envie qu'on parle un peu de tes perspectives, ta vision à long terme, de ton activité et de l'industrie en général, du business en ligne. C'est quoi, quelle réflexion est-ce que tu as dessus de l'équilibre entre, on en a déjà un peu parlé, ton ambition, ton style de vie et Le, aller performer. le marché du business en ligne, il se professionnalise. Donc, de toute façon, comme beaucoup de marchés partout autour, tu vas avoir les gens qui se lancent, qui sont agiles et pas chers, et donc ils arrivent à s'en sortir. Et tu as les gros, qui sont des gros mastodontes ultra professionnalisés. Tout ce qui est au milieu, ça va être difficile. Et monter du bas vers le haut sera plus dur aussi.
À côté de ça, nous, on est relativement en place aujourd'hui. On va continuer à faire de la croissance. On a pour objectif en 2025 de faire entre 5 et 6 millions, plutôt 6 que 5. Je ne sais pas si on y arrivera d'ailleurs, hein, mais en tout cas, c'est ça qu'on vise. Globalement, si tu veux, moi, par rapport à l'ambition, je raisonne un peu en inverse. Je me dis pas jusqu'où je veux aller. Je me dis, je veux aller le plus loin possible. Du moment que ça nique pas ma famille, du moment que c'est marrant 80% du temps, et du moment que ça reste lucratif. Si ces 3 conditions sont réunies, je vais jusque sur la lune. Le seul truc où je peux te dire et je l'irai jamais, tu vois, c'est la fameuse billion dollar company. J'ai pas envie, je suis pas sûr d'avoir la compétence, quasiment sûr que je les ai pas. Et j'en ai fréquenté 1 ou 2, j'échange pas avec eux. Je veux pas leur vie, je veux pas leurs problèmes, je veux pas leur façon de réfléchir.